Yaurana Kaoha Nui partir en mer, au Fénois, en tout cas, c'est une liberté précieuse, surtout ici. Mais l'immensité de notre océan ne pardonne pas. L'improvisation, savoir anticiper et s'équiper, c'est s'assurer que le retour au quai se fera toujours avec le sourire et la sécurité, bien sûr. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Alex Génico, directeur du JRCC Tahiti Yarana, Yorana Hari. et Gérard Tang, secrétaire de la FEPSM, la Fédération d'entraide polynésienne de secours en mer Yarana. Yorana Ari. Larguons les amarres pour un tour d'horizon des réflexes qui sauvent des vies. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Un chiffre marquant qui ressort des rapports de sécurité nationaux, près de 90% des décès en mer lors des activités de plaisance sont liés au non-port du gilet de sauvetage. Ici, au Fénois, la majorité des interventions concernent, je suppose, des pannes de moteur, des dérives de Potimarara. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les médias. On reviendra avec Alex pour avoir plus d'informations. Mais avant, Alex, j'aimerais savoir, rappelle-nous le rôle exact du JRCC, s'il te plaît. Le rôle exact du JRCC, il y en a plusieurs. Celui qu'on connaît le mieux, effectivement, ça va être le sauvetage en mer, qui nous est dévolu dans une zone de responsabilité de plus de 11 millions de kilomètres carrés, donc qui sert en fin de compte l'ensemble des îles et atolls de Polynésie française et au-delà, parce qu'on a pas mal d'opérations, même dans les eaux internationales. On a un second volet qui est plus la surveillance du trafic maritime, toute la circulation maritime, pareil, dans la ZEE et dans les eaux territoriales. Et après, on a une autre mission de surveillance des pollutions, de diffusion des renseignements de sécurité maritime. Bref, tous les aspects, en fin de compte, liés à la sécurité en mer sont endossés par le JRCC. En partant de ce principe, on parle aussi de la solidarité, Gérard, entre les gens qui vont en mer. C'est aussi un des premiers maillons de la sécurité de nos archipels éloignés, par exemple, de savoir que le tonton ou le talatati n'est pas revenu. Ça nous permet la solidarité d'être plus en sécurité d'une certaine manière. Effectivement, Ari, mais comment dire, nous à la FEPSM, nos actions sont plutôt basées sur le sauvetage de survie humaine et en même temps assurer la sécurité. Bon, je parle plus pour les Tuamotu ou pour les îles éloignées. En même temps, on met à disposition des kits de KVK justement pour sécuriser le transport entre îles. Alors on va revenir justement sur beaucoup de choses avant. Alex, je vois que tu veux réagir déjà. Oui, effectivement, c'est très important. Le rôle de la FEPSM est primordial dans les actions qu'elle conduit, sur effectivement la propagation des messages de sécurité, sur la connaissance fine qu'ils peuvent avoir, justement, tu soulignais, dans les îles et atolls éloignés, où effectivement on a besoin de ces référents-là qui vont être en fin de compte la cheville ouvrière pour trouver le bon moyen pour intervenir. Donc c'est très très important pour nous. Et du coup, je rajoute un petit mot, notamment sur les Tuamotu, et ça me fait rebondir par rapport au kit KVK que propose la FEPSM, qui est constitué effectivement d'une balise de détresse, d'une radio et d'une lampe. Nous, au Tuamotu, particulièrement, on fait ce qu'on appelle un système de partance, où les gens vont se déclarer en partant, préciser quel navire ils sont, combien de personnes à bord, combien de carburant, etc. Et donc, ces personnes nous appellent normalement, et ils doivent le faire une fois qu'ils arrivent. Ça nous permet de détecter en fin de compte le moment où ils partent, où ils arrivent. Et si jamais ils ne nous rappellent pas en fin de compte à l'arrivée, ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs plutôt que d'attendre effectivement une personne inquiète qui dira ce bateau, je ne l'ai pas vu arriver. Et le fait qu'ils embarquent effectivement un kit KVK, on vient assurer en fin de compte ces déplacements entre les îles, sachant que ce kit KVK qui permet d'avoir une balise de détresse à bord sécurise en fin de compte beaucoup ce trajet intérieur. Gérard, j'ai vu que tu voulais pouvoir réagir encore, un complément d'information. Oui, en fait, nous à la FEPSM, on met aussi en place des stations, des bénévoles dans les îles, dans les archipels, au fait. Et bon, nous, on travaille beaucoup aussi avec le JACC, parce que le JACC nous coordonne aussi. Et nous sommes aussi les yeux, la présence du JACC quand ils ont besoin de nous.
Justement, hein, on parle de 11 stations de sauvetage en mer. Fa'ate Ahupore, Ate Bora Bora, Fakarava Makemu, Nukutavake, Fa'aite, Rikite Ahivawa et Uapau, si je ne me trompe pas. Mais pour pouvoir rentrer vraiment dans les bases de la sécurité en mer, j'aimerais qu'on puisse faire un rappel des bases. Avant, il faut, Gérard, qu'on puisse voir ensemble qu'il y a une différence entre des navires de plaisance, donc tout un chacun, et des navires professionnels qui sont un peu plus rigoureux dans cette sécurité en mer. Alors effectivement, dans les navires de plaisance n'ont pas la même réglementation au niveau de la sécurité que les navires professionnels. Quand je parle navire professionnel, c'est marine marchande, pêcheurs et croisiéristes. Hein. Voilà. En partant de ce principe, Alex, on fait un rappel des bases. Quels sont les premiers documents obligatoires que tout capitaine doit avoir à bord? Alors, en termes de sécurité, je ne sais pas, dans tous les cas, effectivement, il faut avoir le permis de navigation et son propre permis si, effectivement, les gendarmes sont amenés à nous à contrôler. Après, c'est effectivement plus la dotation de sécurité, comme l'a dit Gérard, qui est très importante, en fin de compte, à avoir. En termes je te reprends tout à l'heure, je ne sais pas si c'est plus rigoureux les navires de plaisance que les navires professionnels, mais c'est effectivement les navires professionnels imposent l'emport effectivement de matériel de sécurité en plus grand nombre que les plaisanciers. Malgré tout, on recommande aux plaisanciers de s'équiper effectivement d'un certain nombre de matériel en fonction justement de leur éloignement par rapport à la côte, en fonction des risques qu'ils sont amenés en fin de compte à rencontrer. C'est vrai que si tu prends un potier et que tu vas longer la côte, tu n'es pas exposé au même risque que si tu vas à Moléa, que si tu vas après dans les Tuamotu. Voilà, en fonction effectivement de la distance par rapport à la côte, il y a un certain nombre de matériels qui sont prescrits. Et même si effectivement au niveau des navires de plaisance, je crois que l'emport d'une balise de détresse est conditionné à une distance, je crois, de 60 nautiques par rapport à la côte. C'est vrai que c'est un matériel qu'on va préconiser parce que c'est le seul matériel fiable qui permet en fin de compte d'avertir les secours. Alors on y reviendra justement, mais avant, revoyons les points techniques. Avant même de toucher l'eau, est-ce qu'il y a des points mécaniques à vérifier, Gérard? Ah oui, effectivement. Déjà, vérifier son embarcation. Après, vérifier aussi tout ce qui est mécanique. Le moteur, ainsi de suite. Si il n'y a pas de présence d'eau dans les jerrycans d'essence. Vérifier les niveaux d'huile. Et après, il y a toute la préparation de l'embarcation. C'est-à-dire que là, il faut vérifier tout le matériel de sécurité, gilet, de l'eau, l'encre, les pagaies, s'il y a encore les écopes, les cordes, ainsi de suite, qui a été recommandé pour le permis de navigation, en tant que dans la plaisance, bien sûr. On fera un petit focus justement sur les comment ça s'appelle, les gilets de sauvetage un peu plus tard, juste avant. On est en train de regarder, on est en train de monter sur le bateau, on s'imagine sur ce fameux bateau. Alex, je regarde à l'extérieur, il fait beau. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Est-ce que ça suffit ou il faut vraiment consulter les bulletins météo? Non, le conseil obligatoire, c'est effectivement de pouvoir consulter les bulletins météo, parce qu'effectivement, du moment où tu vas rentrer dans ton bateau, quelques minutes, quelques heures après, tu peux encore y être. Le temps est changeant. On voit ici qu'on peut avoir une succession, en fin de compte, de périodes de beau temps et de grains avec des coups de vent assez forts, et ce qui est particulièrement impactant pour un navire et qui peut être en danger, en sécurité. Donc, la consultation des bulletins météorologiques que sont proposés par Météo France, notamment sur le bulletin maritime et côtier. Donc ça, effectivement, c'est bien de pouvoir le consulter avant le départ. Et le JRCC émet également 4 fois par jour la réactualisation de ces bulletins météorologiques. Donc effectivement, il y a une première annonce sur le canal 16, on y reviendra peut-être, et après on change de canal pour suivre la météo. Ça permet d'être effectivement au fait d'une éventuelle aggravation de la météo. Un point particulier également, c'est que dès qu'on passe en vigilance, dans les messages de sécurité qui sont portés par le Haut Commissariat, on déconseille effectivement toute sortie en mer, sauf si elle est vraiment obligatoire, et éviter tout loisir nautique qui peuvent effectivement impacter derrière les secours pour aller chercher la personne, alors qu'on en a peut-être besoin ailleurs. Oui, ça sert à rien de soi-même se mettre en danger, par exemple, pour essayer d'aller chercher des personnes disparues.
Tu as parlé de la radio VHF. Pourquoi c'est considéré comme bien plus fiable qu'un téléphone portable, par exemple? Alors, je dirais pas en termes de fiabilité, mais plutôt en termes de, Efficacité? On est vraiment sur deux systèmes différents. D'accord. La radio, je me mets dans un coin, je t'appelle et on a une conversation bilatérale. Et effectivement, je te communique un certain nombre de choses. La radio permet effectivement de communiquer avec toi, mais de communiquer également avec tous les navires qui sont autour et qui peuvent être, en fin de compte, les premiers moyens disponibles à proximité sur l'eau. C'est pour ça qu'on recommande l'utilisation de la radio. On verra peut-être un peu plus tard les zones de couverture du GRCC, mais ce qu'on appelle la radio, c'est du broadcast. C'est-à-dire qu'on va diffuser à tous les navires qui sont autour une situation particulière et qui permet effectivement de les informer. Et tout navigateur, normalement, est censé veiller ce canal 16, qui est le canal de sécurité. Et s'il entend une annonce, effectivement, sur le canal 16, peut se rendre à l'endroit indiqué. C'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Le téléphone est également intéressant parce qu'il permet aujourd'hui d'avoir un système de localisation directement sur nos applicatifs. Donc tu vas m'appeler en panne moteur, n'importe, et du coup on va pouvoir avoir directement ta position. Je ne sais pas si on y reviendra également, mais c'est un des premiers éléments qu'il faut donner effectivement quand tu es en difficulté, la localisation pour qu'on puisse derrière avoir une coordination efficace des secours qu'on va mettre en œuvre. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, on est déjà à la moitié de l'émission. Du coup je reviendrai sur le gilet de sauvetage tout à l'heure. Gérard, tu nous as dit que c'était important. C'est parfois encombrant quand on fait de la pêche, mais c'est très important non seulement de les avoir, mais aussi de les avoir adaptés aux personnes qui viennent sur le bateau. Effectivement, alors c'est vrai que quand les gens pensent gilet sauvetage, ils pensent toujours au gilet sauvetage, on va pas dire du grand-père, mais celui qui est gros, encombrant. Mais maintenant, de nos jours, on fait des gilets sauvetage autogonflants, hydrostatiques. C'est très, comment dire, on va dire, c'est très petit. Ça prend pas beaucoup de place. On peut le porter tous les jours, 24 heures sur 24, si on fait une pêche 24 heures sur 24. Et en même temps, ça nous permet aussi, d'avoir, si on a un malaise, si on tombe à la mer, le gilet, il est autogonflant. Donc, il se gonfle automatiquement. D'accord. Ça permet déjà de flotter, premièrement. Et en même temps, il y a un système de reversement. C'est-à-dire, par exemple, quand il se gonfle, la personne n'a pas la tête sous l'eau. Elle a la tête vers le ciel. Si je tombe du bateau, je me cogne la tête, je tombe dans les pommes, en fait, le gilet va automatiquement me mettre sur le dos pour me sauver la vie. Voilà. Justement, imaginons que je tombe à l'eau, je n'ai pas ce fameux gilet de sauvetage, tout comme quelqu'un qui conduirait en vélo la nuit en tenue noire, c'est pas adéquat. Là, ça serait plus des couleurs vives, des couleurs comme les tiens, par exemple le blanc ou le jaune. Là, on me verrait bien dans l'eau, par exemple? Non, effectivement. Alors, le blanc, c'est pas recommandé du tout. Alors, les seules couleurs où on voit bien, alors c'est le jaune un peu fluo. Ok, donc moi, par exemple, ça passe pas. Non, là, toi, ça passe pas. Bon, j'ai pas la bonne chemise pour aller en bateau. La couleur orange, légèrement fluo. Ok. Donc, ce sont les deux couleurs visibles, assez éloignées, qu'on peut le voir. Pareil dans les objets, autre que le gilet, on parlait aussi de cette fameuse balise de détresse. À quoi ça sert et surtout, est-ce que ça facilite vraiment votre travail de localisation? Je suppose que ça dépend beaucoup des cas. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que la balise de détresse, c'est l'assurance vie du marin. C'est la seule balise qui va permettre, en fin de compte, qui va nous permettre d'avoir une localisation assez précise de l'endroit à laquelle elle a été déclenchée. Ces balises de détresse sont prévues d'être étanches et de pouvoir être déclenchées soit manuellement, soit au contact de l'eau. Et ces balises-là, effectivement, nous permettent d'identifier précisément la localisation. Elles ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir dialoguer ou instaurer en fin de compte une communication avec la personne qui va la déclencher. Mais on est sûr en tout cas qu'elle va pouvoir, on parlait tout à l'heure de la radio ou du téléphone, de pouvoir être fonctionnelle parce que ça passe par les satellites, d'être fonctionnelle partout sur l'eau. Et c'est en ça effectivement qu'elle est particulièrement intéressante et pour nous, ça déclenche directement une phase d'alerte. Alors par contre, si le moteur s'arrête, que le bateau commence à dériver,
il faut pas tout de suite sortir sa balise de détresse. Ou au contraire, si, ça va être quoi le premier réflexe? S'il n'y a pas d'autres moyens de communication, style radio, VHF, qu'on a essayé et qu'on arrive à joindre personne, parce qu'on commence à s'éloigner, il ne faut, enfin, moi, ma recommandation, c'est de ne pas attendre pour déclencher cette balise. On a des courants et des vents dominants qui portent effectivement les navires à la dérive. Au plus ils vont dériver, au plus ils vont prendre de la dérive, et du coup, les zones de recherche qu'on va pouvoir après déployer au niveau des moyens, ou en tout cas les moyens qu'on va déployer dans des zones de recherche, au plus on attend en fin de compte, au plus on va dériver, au plus l'incertitude du point grandit. C'est pour ça que il faut qu'on puisse être particulièrement réactif. Ça permet également de pouvoir orienter les secours sans qu'ils aient en fin de compte un trajet supplémentaire à faire. Le problème, en tout cas ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'effectivement une personne qui peut avoir un problème mécanique va déclencher sa balise. Nous, on va être configuré comme si la personne était effectivement en danger. Si on n'a pas trouvé un moyen nautique, on va envoyer l'hélicoptère, et là on va nous dire non mais moi je veux récupérer mon outil de travail. Voilà, oui. Ça arrive rarement, mais effectivement ça arrive quand même. Alors on le rappelle aussi que certains outils dont on vient de parler ont des dates de péremption. Par exemple les balises de détresse, me semble-t-il qu'il y a une date de péremption de 5 ans si je dis pas de bêtises, Gérard. Mais du coup il faut entretenir son matériel, on le vérifie pas une fois tous les ans. Oui, en fait, je voudrais remonter un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, il existe 2 types de balises de détresse. Vous avez la PLB et la RLS. Donc, il y a des balises. La PLB, elle peut se porter sur son gilet. Vous tombez à la mer, vous pouvez la déclencher automatiquement. Ça permet au GRCC de vous positionner à quelques mètres près. Répondre un peu à Alex, c'est vrai qu'avec une balise de détresse, ça va assez vite quand même, parce que le temps de réaction, parce qu'en fait, avec les satellites qu'on a en ce moment et avec les moyens que on dispose maintenant, à peu près en une demi-heure, le GRCC sont au courant de la position de la personne. Ok, donc les moyens ont changé par rapport à il y a 20 ans. Donc, ça permet de réagir très très vite. Après, bon, maintenant, au niveau de l'entretien, c'est vrai que, par exemple, pour les PLB, on dit 5 ans parce que c'est à cause de la batterie. Donc, au niveau de la durée de vie de la batterie, elle est de 5 ans. Et pour les RLS, normalement, c'est au bout de 10 ans. Alors imaginons on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour ne pas dériver, mais que malheureusement on dérive. Il y a des canaux de veille prioritaires. On va faire d'une pierre deux coups puisqu'on est déjà presque à la fin de notre émission. Les canaux de veille prioritaires sur la VHF, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Et puis surtout, quelles vont être les informations vitales à donner en priorité si on est au téléphone avec le JRCC? On passe pas son temps à raconter toute sa vie, tout ce qui s'est passé. Il faut des informations vitales. C'est ça. En fait, on va aller à l'essentiel. Donc, sur la radio VHF, on a un canal prioritaire qui est le 16. Et quand vous appelez par téléphone, c'est le 16 aussi. Canal prioritaire et gratuit. En gros, nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le qui, quoi, où, comment. C'est-à-dire combien de personnes sur le bateau. C'est ça. Okay. Quoi, est-ce que le bateau coule, est-ce qu'il dérive? Derrière, on va pas forcément avoir la même réaction. Le navire coule, on va envoyer un moyen rapidement, il dérive, on va voir quel moyen on peut avoir pour éventuellement le remorquer. Qu'est-ce qui se passe à bord? Est-ce qu'on a des personnes blessées? Est-ce qu'on a des personnes qui vont bien et qui peuvent attendre? La constitution, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a que des adultes? Est-ce qu'il y a le matériel de sécurité? Donc, effectivement, assez rapidement, on va collationner ces informations-là. Et une des informations les plus importantes, et si ça doit être celle en priorité, c'est effectivement la position du navire, si on n'a pas le temps, l'occasion, parce que derrière le capitaine de l'embarcation doit gérer aussi son avarie, voir son équipage, voir les personnes à bord. C'est effectivement la position du navire et effectivement en quelques mots l'avarie qu'il a. Ah, justement, la mer, notre garde à manger, mais surtout notre espace de liberté. Il y a une musique qui dit c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, sauf si il y a tous ces moyens de sécurité. On va continuer avec vos questions express, justement avec Eleuthera. C'est tout de suite en image. Yorana, moi c'est Teiki Taopiani et je suis capitaine et formateur en PMI côtier
au centre de plongée de Eleterra. Bonjour, je m'appelle Frédéric Tibur, je suis directeur de la formation chez Eleterra Plongée. J'ai notamment en charge la formation des futurs guides de palanquet polynésiens, diplôme qui est délivré ici par le territoire. La première réflexion quand tu prends la mer, en fait, c'est vraiment d'être prévoyant, d'être toujours vigilant. Il faut toujours prévoir tout ce qui est matériel, et météo, la houle, vérifier la veille, voir les conditions météo, vérifier ton matériel. Si tu es capitaine, tu te surveilles autour de toi, tu anticipes chaque mouvement, chaque trafic en fait, devant toi et tu es responsable en fait, de toutes les personnes que tu as à bord. Donc du coup, tu vérifies même avant de partir en mer, tu préviens quelqu'un à terre pour éviter en fait tout problème ou changement météo, les conditions météo peuvent changer, donc du coup tu préviens déjà. Alors, il y a une prévention déjà qui est indispensable pour les plongeurs, c'est-à-dire qu'avant même de venir plonger, il est important de s'assurer qu'on est dans des conditions physiques qui permettent de pratiquer cette plongée-là. On ne plonge pas si on est enrhumé, si on est fatigué, si on est déshydraté, donc il y a un certain nombre de choses d'analyse avant de même se déplacer jusqu'au centre de plongée. Et puis après, bien entendu, quand on va aller plonger, là évidemment, il va y avoir une routine qui s'installe pour les plongeurs, au niveau de la préparation du matériel, du contrôle du matériel, de la mise à l'eau, ensuite de l'exploration et de ce qui se passe au retour de la plongée. Donc ça s'inscrit dans une discipline, une routine qui rentre dans les automatismes ensuite qu'on va inculquer aux gens notamment qui sont en formation. C'est un peu comme c'est un peu le même principe que le code de la route, mais sauf que ça, tu as des codes spécifiques pour la navigation. Tu as les feux, tu as les balises, les cardinaux, les cardinales. Et ensuite, sur la navigation, tu as les manœuvres, tu as les différentes manœuvres. Et tu as toutes ces petites maintenances aussi avant de partir en mer. On demande aux candidats de se mettre en fait dans la peau d'un capitaine. Qu'est-ce que tu dois prévoir en fait avant de partir, avant de démarrer, le coupe-circuit, le moteur, la direction, la pompe à eau si elle fonctionne bien, l'essence si tu as mis suffisamment d'essence. C'est toujours ça, ces petits détails qu'on oublie et qui devient le début d'un naufrage ou un problème en mer. Alors on est dans un milieu naturel, mais qui n'est pas notre milieu naturel. Et donc il est toujours préférable de plonger à 2 ou à 3. La législation le définit comme tel. L'autonomie, c'est 2 plongeurs minimum, 3 plongeurs maximum. Tout simplement parce qu'on a la nécessité d'installer une veille des plongeurs les uns par rapport aux autres et pouvoir porter assistance, le cas échéant, notamment lors des descentes, lors de l'exploration ou voire à la remontée à bord. Et il est important que cette veille s'inscrivent aussi dans les automatismes des plongeurs. C'est le fameux savoir-être du plongeur. On a des savoir-faire, comment plonger et évoluer sous l'eau, et on a des savoir-être qui relèvent plutôt du comportement et qui est un des atouts majeurs de plongeurs agréables et avec lequel on peut se sentir en sécurité. Et puis justement, vu qu'on parle de sécurité en mer, on parle du site www.jrcc.pf avant de prendre la mer. Les grands conseils du JRCC avant de prendre la mer, ça va être dans les grands points. Consulter avant chaque appareillage les bulletins météo marine, on en a parlé. Prévenir un proche de votre destination et de votre heure prévue de retour, on en a parlé aussi. S'assurer du bon état général du navire, de son moteur avant de partir. Vérifier régulièrement que le matériel de sécurité est à bord. Puis portez les gilets de sauvetage, elles peuvent vous sauver la vie. Et en cas de problème, ne quittez jamais votre embarcation tant qu'elle flotte encore. Et on passe tout de suite sur la page Facebook de la FEPSM, les sauveteurs en mer de Polynésie, l'unité marine de sauvetage en mer dans un territoire vaste comme l'Europe. Leur association a été fondée en 2009 et nous donne plein de petites informations, que ce soit sur la sécurité ou sur l'actualité. Avec 11 associations, stations, sauvetage en mer, comme je le disais au plein milieu de l'émission, Fa'a, Te Ahupu, Reatea, Bora Bora, Fakarava, Makemu, Nukutavake, Fa'aite, Rikitea, Hivaoa et Uapau. On va terminer avec une dernière question pour chacun de nos invités. Déjà, je me tourne vers toi, Alex. Si tu avais une règle d'or avant de prendre la mer, ça serait quoi ? C'est que les gens aient conscience qu'en fin de compte, on parle souvent de la chaîne de sauvetage, que le premier maillon, c'est la personne en elle-même, c'est la préparation, c'est
effectivement la préparation de son voyage et toutes les recommandations que tu as faites. Et c'est ces éléments-là qui vont être déterminants après pour la suite de l'opération. Quels que soient les moyens engagés, si effectivement on n'est pas prêt et on s'est pas mis en sécurité dès le départ, la suite risque effectivement d'être compliquée. Donc mon conseil, c'est effectivement suivre ces indications de base et être conscient qu'effectivement, il va, dans un territoire grand comme l'Europe, tu l'as précisé, de pouvoir se mettre en sécurité dans l'attente effectivement que les moyens puissent être engagés. Merci beaucoup, Alex, d'avoir représenté le JRCC aujourd'hui. Et puis pour terminer, Gérard, toi, ta règle d'or, ça serait quoi? Ma règle d'or, c'est déjà faire un plan de navigation. Ok. Et en même temps, vérifier tout son matériel. Et aussi, la dernière chose, c'est que une vie n'a pas de prix. D'accord? Donc, s'il faut, comment dire, se prémunir? Avoir plus de moyens, même si ce n'est pas pris en compte par la DEPAM, mais c'est, par exemple, si on a les moyens, c'est d'avoir quand même un peu plus de matériel de sécurité. C'est ce qui permet aussi d'intervenir plus rapidement. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que vous avez bien noté tous les conseils donnés aux invités aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, les amis. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre EATT à 18h. Maururui totato faririra trahuma pariana.